voilà, je suis ostéo machin du cabinet, on travaille ensemble. Ah, toi aussi, t'as les petites chaussettes. J'ai pris les chaussettes qui brillent. Voilà. La douleur chronique pelvienne, c'est quelque chose qui est très spécifique, mais qui reste aussi très global. Global, ouais. Voilà, je vais parler de globalité. Et je vais dire, nous, comment on fonctionne au cabinet. Ouais. C'est Morgane qui a les patientes en rééducation et tout. On y va ? Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour parler des douleurs chroniques pelviennes avec ma collègue Morgane, donc, qui est aussi ma collègue au cabinet, que je côtoie donc tous les jours. Et je remercie aussi Cléo, qui est également notre collègue et qui est venue nous soutenir. C'est toujours des moments un peu intenses et stressants quand on parle, quand on prend la parole en public. Moi, je suis Bérangère Bonvalet, je suis kiné, ostéo, sexologue et également présidente du groupe Pasteur Mutualité pour les kinés, donc c'est une mutuelle. Alors, je fais un tout petit coup de pub parce que nous avons, hier c'était la journée de la santé mentale et nous avons un programme qui s'appelle le Programme M, qui est un programme d'aide aux soignants, c'est-à-dire vous êtes nos adhérents et donc nous, on va prendre soin de vous. Donc si vous voulez qu'on en parle un petit peu, n'hésitez pas à venir vers moi tout à l'heure. Et puis donc nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet qui est donc la douleur chronique pelvienne. Donc la douleur chronique pelvienne, c'est quelque chose qui est quand même très spécifique, mais qui reste aussi très très global. Et en fait, on va vous décrire comment finalement, qu'est-ce que c'est déjà, c'est Morgane qui va donc prendre le sujet, et on va vous décrire comment est-ce qu'on fait nous, comment est-ce qu'on travaille avec ce relais entre la kiné spécialisée, parce qu'elle a quand même le DU, faut le préciser, et l'ostéopathe que je suis, comment est-ce qu'on travaille ensemble en binôme pour aider nos patients. C'est parti. Alors, enchantée Morgane. Déjà, je voulais savoir, est-ce qu'il y en a qui font un peu de pelvipérinéologie ici ? Ok. Est-ce que vous faites de l'anorectal aussi ou pas ? 3. Ok, ouais, donc les mains se baissent au fur et à mesure. Alors, tout d'abord, la douleur, c'est quoi ? La douleur, c'est un système neurologique qui est composé de 3 neurones. On remet un peu les bases. Donc, on a le premier neurone qui, par exemple, est une afférence qui va venir de la peau et qui va faire synapse avec un deuxième neurone au niveau de la corne. De la corne postérieure. Et ensuite, ça monte au thalamus. Et à partir du thalamus, troisième neurone qui va projeter au niveau du cerveau dans les zones qui correspondent. La douleur, c'est quelque chose qui est relativement physiologique, d'accord ? C'est quelque chose de normal. C'est la douleur par excès de nociception, c'est quelque chose de complètement physiologique. C'est-à-dire que c'est un système d'alarme au niveau du corps. Par contre, on peut aussi classifier des douleurs qu'on dit chroniques, c'est-à-dire des douleurs qui restent supérieures à 3 mois. Et dans ces douleurs chroniques, il y a les douleurs par excès de nociception qui restent physiologiques. Par exemple, si on a des métastases, malheureusement, ça informe la personne qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc ça reste physio. Par contre, on a 3 autres douleurs chroniques qui sont les douleurs neuropathiques, les syndromes douloureux régionaux et les douleurs par sensibilisation centrale. Et ça ne sert strictement à rien à part embêter les patients. Donc c'est des douleurs vraiment qui n'ont aucune utilité. Au niveau pelvien, en fait, j'ai fait le DU de douleurs pelviennes chroniques de Nantes et il y a Amélie Lévesque, donc, qui est algologue à Nantes et qui a fait un cours qui était relativement intéressant et qui a en fait démembré un petit peu les sources de douleurs. Elle a commencé par exemple par le système osseux. Est-ce que vous savez un peu quel type de douleur chronique on peut avoir au niveau du système osseux ou pas ? Vous avez jamais eu au cabinet quelqu'un qui venait pour une coccygodynie par exemple ? Ouais. Donc ça, c'est des douleurs qui peuvent être chroniques. Et on n'a pas forcément de cause. Alors, la plupart de la cause, en général, c'est post-traumatique ou post-accouchement, une coccygodynie. Mais quand elle reste dans le temps, pas de réel intérêt. Au niveau osseux, du coup, on a le coccyx, mais on a aussi la charnière thoracolombaire au niveau T12L1. Et c'est pour ça que c'est assez important d'avoir une vision globale. Pourquoi ? Parce que c'est pas du tout au niveau pelvien, mais ça va projeter au niveau inguinal, au niveau de la zone lombaire basse, au niveau de la région fessière haute. Et donc, c'est des hommes parfois qui peuvent venir pour des douleurs testiculaires. Donc, on pense que c'est au niveau testiculaire, mais en fait, si on regarde un peu plus haut, au niveau de la jonction de la mobilité T12L1, ça coince un petit peu. Et là, les ostéos... Exactement, c'est là que j'interviens. Exactement, sur la charnière T12L1, donc ce qu'on va appeler le... syndrome de Bain.
Voilà, merci. Donc en fait, donc ce sont des douleurs qui vont être plutôt de type articulaire, et nous on va faire la différence entre tout ce qui va être donc biomécanique, comme Morgane l'a bien dit, sur tout ce qui est donc les coccygodynie, tout ce qui va être sacro-iliaque, mais aussi un peu plus haut au niveau lombaire et donc justement au niveau de cette charnière-là. Donc nous on va avoir cet aspect plutôt somatique biomécanique, on va les regarder au niveau des côtes basses, on va les regarder au niveau facétaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en agissant au niveau articulaire, on va agir aussi sur le système neurologique avec le rameau antérieur et le rameau postérieur. Le rameau postérieur, ça va nous donner plutôt des douleurs qui vont être plutôt de type basse, coccygène, fessière, alors que le rameau antérieur neurologique va plutôt nous donner des douleurs qui vont se référer au niveau de l'abdomen, du pelvis, et donc aussi également au niveau des organes génitaux externes. Donc tout notre travail, ça va être d'aller redonner de la mobilité à cette charnière, pour relancer à la fois le côté circulatoire nerveux, circulatoire donc vasculaire, parce qu'on a un énorme travail, ne serait-ce qu'aussi en thérapie manuelle viscérale, pour redonner de la mobilité, pour lever les éventuelles adhérences qu'on peut retrouver lors de problèmes d'endométriose, problèmes de chirurgie, d'adhérence post-chirurgicale, et ainsi de suite. Oui. C'est ça, super binôme kiné-ostéo. On a également des douleurs au niveau nerveux. Alors, une douleur qu'on connaît beaucoup en pelvipérinéologie, c'est la névralgie pudendale. Est-ce que vous la connaissez un petit peu ou pas? Alors, la névralgie pudendale, c'est 5 critères qui ont été déterminés par l'équipe de Nantes, du coup. Donc, pas de réveil nocturne, pas de déficit sensitif objectif, douleur en position assise, douleur sur le trajet du nerf pudendal, et ça c'est hyper important, ça veut dire que ça part du clitoris et que ça va aller latéralement au niveau anal. Et pour valider ces critères-là, parce qu'on peut pas faire juste une évaluation au cabinet, il faut qu'il y ait un bloc test anesthésiant locaux au niveau du nerf pudendal. S'il y a les 5 critères, c'est objectivé, c'est une névralgie pudendale. S'il n'y en a que 4, on ne peut pas l'objectiver. Donc une névralgie pudendale, c'est quelque chose qu'on voit relativement souvent. C'est en général le nerf pudendal qui est coincé soit entre les ligaments sacro-épineux et sacro-tubéraux, soit dans le canal d'Alcool. En fait, c'est une sorte de dédoublement de l'aponévrose de l'obturateur interne. On a également une autre névralgie, et ça, je pense qu'on peut aussi le voir dans les cabinets des kinés qui font un peu plus de rééducation générale. C'est les névralgies clunéales. En fait, c'est des patients qui vont venir et qui souvent ont des douleurs aux ischions. Ça peut aller au niveau de la partie postérieure de la cuisse et en général, ça latéralise au niveau de la zone périvulvaire. Et donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une vision globale, parce que je pense qu'on a des patients parfois qui se plaignent de ça. Et on pense pas forcément, on a tendance à penser que c'est une sciatalgie ou peut-être un rameau du sciatique, mais l'origine est quand même beaucoup plus pelvienne. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Non. Ah oui, non. Si, allez. Ouais. Parce qu'on peut éventuellement parler donc tout ce qui va être aussi les syndromes myofasciaux et les points triggers. Alors les points triggers, nous aussi, alors que ce soit les cliniques, les ostéos, on va agir dessus, puisqu'on sait qu'on agit vraiment sur la structure musculaire. Et alors évidemment, il y a plusieurs items en fait pour déterminer s'il y a un point trigger ou pas. Mais sachez que le fait de lever ces points triggers, on informe le cerveau. Donc en fait, on a une action proprioceptive, neuroceptive au niveau du cerveau. Et donc on a un taux de douleur qui va diminuer. Donc si la douleur diminue, on sort de ce cercle vicieux. La kinésiophobie, ça vous connaissez bien avec les patients, hein. Donc on sort de ce cercle vicieux et on peut retravailler sur la mobilité. Donc à la fois évidemment, donc je reviens sur tout le côté biomécanique, donc articulaire, mais également au niveau tissulaire. Un tissu qui est libre, qui bouge, c'est un tissu qui vit. Et donc un tissu par lequel vous avez une bonne circulation, qu'elle soit lymphatique, qu'elle soit nerveuse ou qu'elle soit vasculaire. Et ça, c'est extrêmement important. Redonner de la mobilité tissulaire à vos patients pour les libérer de ce contact, de cette douleur en fait. Ouais, c'est vrai qu'au niveau du système musculaire, du coup, on parle beaucoup de syndrome myofasciaux. À savoir qu'un syndrome myofascial, c'est pas du tout la même chose qu'une hypertonicité du muscle. Un syndrome myofascial, c'est vraiment un point actif qui est sur la bandelette musculaire et qui est très reproductive à l'examen. Et vous le voyez en général quand une patiente en est atteinte, quand on touche ce point-là, ça reproduit tout de suite une douleur qui est très exquise. Et en fait, on en a plusieurs dans la zone pelvienne. Au niveau abdominal, on va en avoir une au niveau psoas. Au niveau de la région fessière, ça va être l'obturateur interne et le piriforme. Et en endocavitaire, ça va être les releveurs de l'anus
et également l'obturateur interne. Donc l'obturateur interne, c'est pas vraiment notre copain dans les douleurs pelviennes, hein. C'est lui qui est souvent mis en cause, donc faut vraiment pas passer à côté. Donc oui, effectivement, syndrome myofascial, à pas confondre avec une hypertonicité, mais en général, l'un va avec l'autre, donc c'est plaisir, c'est double traitement là-dessus. Donc on a le syndrome, enfin on a du coup le système musculaire, on a également la peau. Est-ce que vous savez ce qu'on peut avoir comme douleur pelvienne au niveau dermatologique, qui peut engager des douleurs pelviennes du coup? Le lichen scléreux? Exactement. Merci Cléo. Ouais, les pathologies dermatologiques, faut y faire attention. Il y a des spécialistes maintenant, des dermatovulvaires qui sont spécialisés, donc il y en a beaucoup à Paris, notamment dans le 14e, 15e. Le lichen scléreux, c'est une pathologie, je crois, auto-immune, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est des patientes parfois qui vont venir avec ce qu'on appelle une vulvodynie ou une vestibulodynie, donc une douleur de la vulve ou une douleur qui est au niveau du vestibule, donc vraiment entre les petites lèvres. Et c'est une douleur qui est reproductible au toucher. C'est une douleur qui est vraiment provoquée. Donc ça peut engager des pathologies comme ça sur le long terme, bien sûr. C'est un cercle de la douleur, c'est-à-dire c'est des... Oui ? Non, c'est... Non. C'est des dermato. En fait, ça fait des plaques un peu blanches au niveau de la vulve et c'est très asséchant. Oui, c'est comme si vous aviez de la colle. Vous savez, la colle Cléopâtre, là, bien transparente, bien brillante, qui et ma collègue se marre. Donc, c'est comme cette colle en fait très brillante, en fait, qui est très très dense. En fait, c'est vraiment quelque chose qui ne bouge pas. Voilà. Dermato, ouais. Dermato. Et souvent, on le traite avec du cortisone, je crois, il me semble. Mais bon. C'est la première fois que j'entends ça, mais ce sont des maladies sexuellement transmissibles. Non, du tout. C'est une pathologie auto-immun. Pas, c'est auto-immun. C'est auto-immun, ouais. Auto-immun. Alors, les dernières études montrent que le stress, le cortisol, avec notre système cortico-sympathique qui est fort charmant, le stress peut induire cette pathologie donc auto-immune au niveau donc, du vestibule. Voilà, donc c'est vraiment pas du. Alors vraiment, c'est pas du tout une MST. Attention. Hein. Et c'est pas dans notre champ de compétences. On peut pas le diagnostiquer. C'est clairement les médecins qui. C'est gynécologue et dermatologue. Ouais. Et donc voilà, au niveau dermatologique, on peut rencontrer ce type de pathologie qui va entraîner des douleurs au niveau pelvien. Donc on a le système osseux, système musculaire, système nerveux, système dermato. Donc ça fait déjà pas mal en termes de douleurs pelviennes. On parle un petit peu de viscéral. Je t'en prie. Ah non, vas-y. En viscéral ? En viscéral ? Alors, donc on a l'endométriose, les problèmes. Ah oui, on parle dans les pathos du coup. Ouais, ok. Donc tout ce qui est endométriose, on va se retrouver aussi avec tout ce qui est les maladies de Crohn, les intestins irritables en fait. Les rectocolites hémorragiques. Ne pas les oublier, c'est extrêmement important. C'est pour ça que vous voyez, finalement, les douleurs chroniques, on est sur quelque chose qui est très vaste, très global et finalement super pointu. Ouais, en fait, c'est très pointu et parfois, en fait, on a des symptômes qui vont correspondre à certaines pathologies et en même temps à d'autres. Par exemple, une endométriose, donc il y a des adhérences. Ça modifie l'architecture interne, ça a du mal à bouger, ça fait mal. Il y a des facteurs inflammatoires, ça fait une sensibilisation centrale. Une sensibilisation centrale, c'est quoi? C'est une douleur qui diffuse dans le temps, dans l'espace, avec un abaissement des seuils nocicepteurs. Donc ça, c'est une endométriose. Avec une sensibilisation centrale, ça bouge beaucoup moins, donc il faut redonner de la mobilité, il faut essayer de détendre, il faut... tout ce qui est hygiène... hygiène de vie, nutritionnelle évidemment, et c'est vrai que nous, les ostéos, par exemple, sur tout ce qui est mobilité, notamment, même ne serait-ce qu'au niveau de l'endométriose, on va beaucoup travailler donc, en thérapie viscérale manuelle, mais on va également essayer de travailler sur la compétence à la fois du diaphragme pelvien et à la fois du diaphragme respiratoire. On a besoin d'avoir en fait, cette harmonie entre ces deux diaphragmes pour redonner de la mobilité au niveau à la fois des épiplombs, pour revasculariser, pour relancer cette circulation à la fois veineuse, lymphatique et nerveuse.
Vous imaginez bien que si vous avez des adhérences, et bien en fait, tous les petits circuits vont être coupés. En gros, c'est le lit de la rivière, le tronc d'arbre est tombé, et ben, le tronc d'arbre bloque le flux de l'eau, et ben, on n'a plus que des petits filets d'eau en aval de ce tronc d'arbre. Et bien voilà, donc les adhérences cicatricielles, c'est ça. Ça gêne la mobilité, ça gêne le flux nerveux, le flux vasculaire et lymphatique. Au niveau du flux vasculaire, on n'a pas parlé de ce système vasculaire, mais il peut aussi nous enquiquiner pour les douleurs. Et c'est un syndrome dont on parle de plus en plus à l'heure actuelle. C'est le syndrome de congestion pelvienne. Vous en avez tous entendu parler? Ouais. Alors, syndrome de congestion pelvienne, c'est quoi? C'est des douleurs pelviennes. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. En fait, dans le syndrome de congestion pelvienne, il y a un syndrome régional pelvien et associé à un défaut de vascularisation avec des varices pelviennes. Ouais. Syndrome pelvien chronique. Mais pour moi, le syndrome pelvien chronique, il peut être associé à d'autres champs, par exemple l'endométriose. On peut avoir un syndrome facial, c'est un... Oui. Ouais, mais du coup, c'est très global. C'est global parce qu'en fait, Ouais. là, on parle vraiment de varices de nœuds variqueux qui vont se situer, par exemple, sur la fosse postérieure de l'utérus ou alors au niveau des ovaires. C'est sur le réseau veineux. Oui. Ouais. Un des symptômes, ça va être dyspareunie profonde, sensation de pesanteur, horaire veineuse aussi. Les personnes qui marchent toute la journée, elles vont sentir une pesanteur. Et c'est pour ça que parfois, par exemple, ces symptômes de pesanteur en fin de journée quand on est resté debout trop longtemps, des dyspareunies un petit peu profondes, le facteur multipare aussi. Plus on a d'enfants, plus le risque de varices pelviennes augmente. Le facteur, du coup, bien sûr, hormonal, les œstrogènes ont tendance à lancer une vasodilatation. Et donc, il y a tout ça qui... le réseau veineux est quand même pas sympa non plus. Alors là, je vais prendre l'étiquette de sexologue parce qu'en fait, ça, ce sont des choses qui vont extrêmement nous intéresser sur les varices pelviennes profondes. Pourquoi? Parce que pour avoir du plaisir, pour avoir un orgasme, il faut que toute la partie génitale, donc je parle du clitoris, avec le gland du clitoris, avec les racines caverneuses, le bulbe vestibulaire, il faut qu'il soit extrêmement vascularisé. Okay, mesdames, plus vous êtes vascularisé en bas, plus vous aurez de plaisir, sachez-le. Eh bien, si on a ce problème de congestion veineuse, en fait, ce sont les organes génitaux donc, externes et donc les organes sexuels qui vont être impactés. Et donc, ces femmes vont avoir un vrai mal-être parce que ça va impacter sur l'estime de soi, sur l'image corporelle et donc tout ça, on sait que ça va agir sur la charge mentale et donc difficile d'accéder au plaisir féminin. Alors là, on est sur... Ah mais alors dans ces cas-là, il faut les réadresser dans les centres de PMA. Ah oui, d'accord. Parce qu'on est sur plus... Alors c'est de la mécanique, hein, pure et dure. Hein. C'est vraiment de la mécanique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comment dire, la tuyauterie, enfin le système vasculaire, c'est de la tuyauterie. Hein. Voilà. Donc c'est de la tuyauterie. Hein. Plus vous utilisez quelque chose, plus tout ce qui va être musculature lisse se distend. Donc vous imaginez bien que pour avoir une tension artérielle élevée, il faut qu'on ait une certaine résistance. Donc si au bout d'un moment en fait on n'a plus du tout de résistance, le lit vasculaire en fait n'est plus du tout efficace. Donc effectivement. Oui, mais ça peut arriver. Oui, effectivement, ça peut arriver. Il y a un facteur génétique. Parce que il y a aussi quelque chose au niveau anatomique. En fait, la veine ovarienne droite va se drainer directement dans la veine cave inférieure, alors que la veine ovarienne gauche, elle va se drainer dans la veine rénale. Qu'est-ce que ça fait?
en gros, il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de Nutcracker, le syndrome de casse-noisette, où cette veine, elle peut être un petit peu écrasée par les structures adjacentes. Qu'est-ce que ça fait ? Du coup, si la veine elle a du mal à se drainer, ça congestionne, et au niveau gauche. Ouais. Il y a des patientes, parfois, elles ont... Quand on demande au niveau de la douleur, est-ce qu'il y a une latéralité ou une bilatéralité, oui. Il y en a pas mal quand même qui vont dire à gauche, je sens que c'est un peu congestionné, etc. Et dans les endométrioses aussi, hein, mine de rien, il y a des adhérences, ça vascularise moins, et il y a des côtés préférentiels également. Donc, ça rejoint ce système veineux qu'il ne faut pas laisser de côté non plus. Ouais, le traitement à l'heure actuelle, c'est l'embolisation. Exactement. On injecte de la colle. Ouais. Après, il y a différents tableaux cliniques au niveau du syndrome de congestion pelvienne. Tout d'abord, il peut être asymptomatique. On peut avoir des varices, des insuffisances veineuses des membres inférieurs. Et ensuite, faut bien regarder les membres inférieurs quand même quand on a un syndrome de congestion pelvienne. Encore une fois, du général. Il ne faut pas rester que sur la zone, il faut vraiment avoir une vision globale. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Je donne Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer le micro pour les questions, ce qui évitera de me déplacer, en fait. Mais moi, voilà. Le mot d'ordre, c'est bouger, marcher. Je voulais juste savoir si les règles douloureuses pouvaient être liées au syndrome de congestion pelvienne, par exemple. En fait, on va avoir en prémenstruel. En prémenstruel, on peut avoir des douleurs qui sont augmentées, donc 2-3 jours avant le cycle. Et ça peut être pas un facteur de risque, mais un symptôme, effectivement, du syndrome de congestion pelvienne. Alors là encore, on peut rentrer dans la dysménorrhée, donc dans un des symptômes de l'endométriose. Donc c'est toujours un peu concomitant, quoi. Il faut vraiment bien objectiver le diagnostic. Mais ça, c'est normalement au médecin de le faire. D'autres questions ? Oui. Donc nous travaillons avec l'organisme de formation FKNL. Voilà. Et on a un cycle de 9 jours. Beaucoup de jours. Ouais, voilà. En fait, nous sommes 5. On aborde les thèmes donc, de la douleur chronique pelvienne, on aborde les thèmes de la périnatalité. Il y a un module avec une médecin MPR justement sur les douleurs chroniques. On a un module sur le pilate, je crois, et un autre module sur les bases, oui, voilà, les bases. Donc en fait, ça, c'est sur 2 semaines, je crois, il me semble, sur 2 semaines. Donc en fait, le programme est sorti et on démarre en janvier. Alors non, ça ne sera pas sur Paris. Non, c'est sur... alors on intervient à Lille, Bordeaux, Nancy, Lyon et Strasbourg, oui, voilà. On a 5 interventions à faire, donc sur toute l'année. FKNL, voilà. Et la big boss, c'est Christelle Lorenz qui était là l'an dernier. Voilà. C'est très bien. D'autres questions ? Oui ? Attendez, excusez-moi, est-ce que vous pouvez faire... Voilà, merci. Juste si on pouvait revenir sur la névralgie du pudendal, vous avez parlé du bloc test du pudendal, ça consiste en quoi ? Alors en fait, un bloc test, c'est des patientes qui vont venir préférentiellement l'après-midi pour avoir il faut qu'il y ait un petit peu de douleur pour objectiver. Et en gros, ça va être des injections d'anesthésiques locaux en amont des potentiels sites conflictuels du nerf pudendal. Donc c'est en général soit au-dessus du ligament supraépineux ou en général ils injectent au niveau supraépineux. Et donc en fait c'est efficace. Enfin, on considère qu'il y a une névralgie du pudendal si ça s'est rendu efficace. Eh bien si en fait il y a une disparition de la douleur, alors on en évalue directement après. Excusez-moi, on évalue directement du coup après l'intervention et on évalue aussi un petit peu plus après pour voir si ça se diffuse dans le temps et si vraiment les douleurs ne sont plus présentes. D'accord, donc en fait on parle d'une vraie névralgie du pudendal s'il y a les 4 symptômes précédents entre guillemets annulés par le bloc test du pudendal. C'est ça l'idée. Parce que vous aviez dit que pour valider un vrai bloc test, une vraie névralgie du pudendal, il fallait rentrer dans 5 critères, oui, dont le dernier était le bloc test. Oui. Donc, si le bloc test annule les symptômes précédents, c'est ça ? En gros, si le bloc test c'est négatif, c'est pas une névralgie du pudendal. Du pudendal. Non. Okay. C'est potentiellement autre chose, donc faut chercher ailleurs du coup.
Ces zones-là, comme le disait Morgane tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a quand même du clunéal, on a quand même les nerfs hypogastriques, donc il faut aller peut-être chercher un peu au-dessus, donc sur tout ce qui va être alors, à la fois la zone sacrée et aussi à la fois justement au niveau de la zone lombaire et la charnière. Et du coup, le bloc test du pudendal, il se fait chez un gynéco, chez un neurologue Non, il se fait... comment ? Ouais, c'est chir, radiologue, etc. Parce qu'en fait, pour trouver le pudendal, déjà, c'est vraiment pas simple. C'est sous écho, sous Doppler en plus. Il y a l'artère qui est pas très loin, donc c'est très, très précis. Et en général, effectivement, c'est des médecins radiologues. Après, ça a été sous couvert du gynéco, de l'algologue, du neurochir aussi. Neurochir et aussi. Donc, c'est assez pluridisciplinaire quand même là-dessus. Alors, en général, oui, à Paris, oui. En général, en fait, c'est quand même très pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'atterrissez pas chez le chirurgien pour faire un bloc test si vous n'êtes pas passé chez votre gynéco, chez votre kiné, voire peut-être même des neuros, parce que souvent... comment ? Okay. Chez le neurologue, parce que des fois, bêtement, on envoie chez des algologues, hein, parce que la douleur, ça rend fou. On a le cas d'une patiente actuellement qu'on traite avec Cléo où elle a quand même été pas mal en errance thérapeutique et donc elle a changé une nouvelle fois de chirurgien parce qu'en fait ça n'allait pas. Et on n'a peut-être pas assez misé sur le pluridisciplinaire. Hyper important. C'est les médecins qui nous envoient les patients, prescripteurs. Il y a également les facteurs psychologiques de la chronicisation de la douleur. Et ça, c'est fondamental à prendre en charge. Il faut que la patiente soit suivie, je pense, à minima psychologiquement. Anxiété, dépression, syndrome de stress post-traumatique, kinésophobie, catastrophisme. Ça, c'est des facteurs de chronicisation. Et on rentre dans toute la spirale infernale avec du coup tout ce que Morgane décrivait, notamment avec l'anxiété, avec les défauts avec le défaut de sommeil. Et les défauts de sommeil, on sait aujourd'hui, des études ont très clairement montré que ça a impacté énormément sur le métabolisme, sur les facteurs neuro-endocriniens, au niveau de l'hypothalamus. Et donc c'est extrêmement délétère. Donc voilà. Pluridisciplinaire. Vraiment, c'est une équipe. Même, vous n'êtes pas obligé de travailler tous dans le même cabinet, mais c'est vraiment, il faut avoir le réseau et communiquer. C'est extrêmement important. Pour terminer, je dirais qu'une superbe équipe, ça serait médecin, kiné, ostéo, nutritionniste. Endométriose, les facteurs inflammatoires. Donc nutritionniste, hyper important, et psychologue. Ah oui, rectocolite hémorragique, maladie de Crohn, trouble de l'intestin, syndrome de l'intestin irritable, ça aussi on pourrait en parler pendant des heures. Donc vraiment pluridisciplinaire. Et si parfois vos patients sont réticents à aller voir un psychologue, moi je conseille l'hypnothérapie. Parce que c'est un peu de la psychologie, mais pas totalement en termes de psychologie qu'on entend parler. Donc je les envoie parfois chez l'hypnotiseur quand elles sont un peu réticentes au psy. Mais c'est important qu'il y ait un accompagnement psychologique. Ou d'autres remarques si on a dit des bêtises. C'était clair comme de l'eau de roche. Ben, merci à toutes et à tous d'avoir écouté en tout cas. Très gentil à vous.